Bonjour chères apprenantes, chers apprenants. Dans le cadre de l'unité 1 qui porte sur les phénomènes géologiques externes, chapitre 1, réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Pendant cette séance, on va traiter ensemble la séquence 5 concernant les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels, la deuxième partie. Pendant la dernière séance, vous avez étudié les conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels. On a commencé par les milieux continentaux. Ces milieux continentaux englobent le milieu fluviatile, le milieu désertique, le milieu lacustre et le milieu glaciaire. Donc pour le milieu fluviatile, se caractérise par des sédiments qui présentent un granoplasmon décroissant de l'amont vers l'aval et se caractérise aussi par des structures, ce sont les méandres et les terrasses fluviatiles. Pour le deuxième milieu appartient aux milieux continentaux, c'est le milieu désertique. La vitesse du vent constitue le facteur principal et d'accumulation de sable sous forme de dunes et de rides. On distingue plusieurs formes de dunes selon l'apport du sable et selon la direction du vent. On trouve aussi le milieu lacustre. Alors, le milieu lacustre possède des sédiments qui se déposent selon une zonation concentrique, sous forme des auréoles concentriques. Et le dernier milieu, c'est le milieu glaciaire. Se caractérise par des sédiments de différentes tailles. On parle des moraines. Et le facteur de transport et de sédimentation, c'est le glacier. Pendant cette séance, on va traiter les milieux intermédiaires et les milieux marins. Comme objectif pour cette séance, on va identifier les caractéristiques des sédiments dans les milieux intermédiaires et marins et on va déterminer les conditions de sédimentation dans ces milieux. On débute par les conditions de sédimentation dans les milieux intermédiaires. Alors, c'est quoi un milieu intermédiaire? Les milieux intermédiaires sont situés aux limites entre le domaine marin et le domaine continental. Se trouvent entre les milieux continentaux et les milieux marins. Ils présentent des caractéristiques sédimentaires mixtes. Ces milieux intermédiaires englobent les estuaires, les deltas et les lagunes. Alors, pour les estuaires et les deltas, donc on remarque que l'eau du fleuve, voilà le fleuve, communique directement avec l'eau de la mer. Mais selon la dominance des courants de la mer ou bien le courant du fleuve, on va distinguer soit les estuaires, soit les deltas. C'est ce qu'on va voir par la suite. On débute par les conditions de sédimentation dans les embouchures des fleuves. Alors, l'embouchure d'un cours d'eau dans la mer représente un domaine intermédiaire. Donc, les embouchures sont considérées comme un point de contact entre les terminaisons des fleuves et la mer, où s'affrontent les influences marines et fluviatiles. Donc, ce point de contact qui est l'embouchure subit des influences marines et fluviatiles. Alors, le fleuve apporte des matériaux qui s'accumulent et gagnent la mer. La mer disperse et réorganise les matériaux apportés. Le résultat dépend du rapport de force existant entre le fleuve et la mer. Donc, on a deux cas. Le premier cas, lorsque le fleuve a une influence dominante, il construit un delta. Et lorsque la mer est dominante, l'embouchure est un estuaire. C'est-à-dire, si le courant du fleuve est fort, on aura un delta. Dans le cas inverse, si les courants marins sont forts, on aura un estuaire. On commence par les conditions de sédimentation dans les deltas.
Cette figure représente une photo aérienne de delta d'une île en Égypte. C'est quoi un delta? Donc un delta, c'est une embouchure d'un cours d'eau. C'est un point de contact entre l'eau du fleuve et l'eau de la mer. Les courants du fleuve sont forts à ceux de l'océan. Alors le delta semble comme un triangle, d'où le nom de delta. On a un courant qui est fort, qui apporte les sédiments et qui les dépose à l'embouchure du fleuve jusqu'à la formation d'un delta. Alors, quelles sont les principales composantes morphologiques d'un delta et quelle est la nature de ces sédiments? Cette figure représente les principales composantes morphologiques d'un delta. Donc, un delta est constitué par un pro-delta en gris. Donc, ce pro-delta est constitué par une vase argileuse riche en matière organique. On trouve un autre élément, c'est le front de delta. Donc, le front de delta est composé par des sédiments variés en fonction de la densité de l'eau du fleuve et de la taille des particules transportées. Un autre élément qui constitue le delta, c'est la plaine deltaïque représentée par la couleur jaune. Donc, cette plaine deltaïque est constituée par l'argile et le limon, avec dans une région où on a un climat humide, en plus de l'argile et le limon, on trouve des dépôts riches en matière organique. Et dans une région où on a un climat aride, sec, en plus de l'argile et le limon, on trouve des sédiments riches en évaporites. Un autre constituant, c'est le chenal de distribution. Donc, les chenaux de distribution, ce sont des canaux qui traversent la plaine et dont les terminaisons se trouvent dans le front de delta. Ces chenaux de distribution sont constitués par le sable, le galet, semblables aux dépôts fluviatiles. Passons maintenant pour déterminer les conditions de sédimentation dans l'estuaire. Alors, c'est quoi un estuaire? Donc, on parle d'un estuaire lorsque les courants de la mer sont dominants par rapport aux courants du fleuve. C'est une zone de mélange entre les eaux douces et les eaux marines. Cette figure représente l'estuaire de Bourgreg, montrant l'influence de l'eau marine. Les estuaires sont des milieux où les matériaux apportés par les fleuves s'ajoutent à ceux introduits par la mer. Ces matériaux sont surtout sous forme de vases. Dans la plupart des estuaires, il existe une zone où les sédiments fins en suspension sont fortement concentrés. Cette zone de turbidité maximale, où les eaux sont troubles, est appelée bouchon vaseux. Un autre milieu qui appartient au milieu intermédiaire, c'est la lagune. Alors, les conditions de sédimentation dans la lagune. C'est quoi une lagune? Donc, les lagunes sont des plans d'eau peu profonds, allongés parallèlement au littoral et isolés de la mer par un cordon meuble de sable et de galets. Donc, les lagunes sont caractérisées par une faible profondeur et le bassin lagunaire est séparé de l'océan par un cordon. La communication avec la mer se fait par des ouvertures plus ou moins nombreuses dans le cordon. La lagune est caractérisée par un courant faible, ce qui favorise la sédimentation. Alors, quels sont les différents types de sédiments dans la lagune? Les principaux sédiments des lagunes sont les carbonates et les évaporites, tels que les gypses et les sels. Cela est dû à la dominance de l'évaporation sur le renouvellement
des eaux. Alors, donc la lagune contient de l'eau. L'eau de cette lagune va subir une évaporation à forte température. Et à cause du faible renouvellement de l'eau, on aura des sédiments sous forme des carbonates et des évaporites. Cette dominance s'explique par le fait que l'eau des lagunes est stagnante, peu profonde et ne communique avec l'eau de la mer que par des chenaux étroits. Passons maintenant pour déterminer les conditions de sédimentation dans les milieux marins. Alors, les milieux marins sont caractérisés par des conditions hydrodynamiques particulières, ce qui influence les conditions de la sédimentation dans ces milieux. Alors, quelles sont les conditions de sédimentation dans ces milieux? Selon cette figure, on peut diviser le milieu marin en deux zones. Donc, on a la zone nérétique et la deuxième zone, la zone pélagique. Pour la zone nérétique, s'étend du littoral jusqu'à moins de 100 mètres de profondeur. Cette zone englobe la zone littorale et le plateau continental. Pour la deuxième zone, qui est la zone pélagique, s'étend de moins de 100 mètres plus de moins 5000 mètres. Il englobe le talus continental, la plaine abyssale et les grands fonds. En résumé, dans le domaine marin, on distingue la zone nérétique et la zone pélagique. Pour la zone nérétique, elle s'étend du littoral jusqu'à une profondeur de moins de 200 mètres. Elle englobe la zone littorale et le plateau continental. Et pour la deuxième zone, c'est la zone pélagique. Elle s'étend de moins de 200 mètres jusqu'à des profondeurs qui dépassent moins 5000 mètres. Cette zone englobe le talus continental, la plaine abyssale et les grands fonds océaniques. Chaque unité sédimentaire se caractérise par sa morphologie, son hydrodynamisme et sa sédimentation. Alors, quelles sont leurs caractéristiques et quelle est l'action de la pression et de la température sur la sédimentation dans ces zones? C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, on commence par la zone littorale. Donc, cette zone littorale est caractérisée par une faible profondeur, inférieure à 10 mètres, subit une action de courant fluviatile, marin et littoraux, c'est-à-dire les vagues et les marées. C'est une zone très éclairée et riche en oxygène, ce qui explique l'abondance et la diversité des êtres vivants. Donc, il y a des sédiments riches en restes organiques. Et pour la nature des sédiments dans la zone littorale, on trouve les sédiments détritiques sous forme de sable et de vase, et des sédiments chimiques riches en carbonate et en sel. Pour le plateau continental, il est caractérisé par une profondeur comprise entre 10 et 200 mètres, subit l'action de courants littoraux et océaniques. Il est caractérisé aussi par des activités biologiques très importantes. Et pour la nature des sédiments, les sédiments détritiques sous forme sable et vase et des sédiments carbonatés dus à l'activité d'êtres vivants pélagiques. C'est une sédimentation organique et on trouve aussi des récifs coralliens dans les zones tropiques. Et pour le talus continental, il est caractérisé par une profondeur comprise entre 200 et 2000 mètres, possède une pente qui est très raide, une formation de courant de turbidité due au glissement des sédiments détritiques du plateau continental vers la plaine abyssale. Et pour la nature des sédiments, en bas du talus, dépôt d'une structure en forme d'éventail constituée de sédiments détritiques fins apportés par les courants de turbidité. Pour la plaine abyssale et les grands fonds,
sont caractérisés par une grande profondeur, l'absence de la lumière, une forte pression, une basse température et une grande teneur en CO2. Ce sont des conditions extrêmes, ce qui explique une faible activité biologique qui se limite au plancton et autres organismes pélagiques. Et pour la nature des sédiments de la plaine abyssale et les grands fonds, on trouve les sédiments qui sont très fins, donc comme la poussière atmosphérique, la vase argileuse, notamment l'argile rouge, la vase siliceuse et la vase calcaire formée par l'accumulation de squelettes, ce sont les coquilles des micro-organismes du plancton. Au niveau des grands fonds océaniques, on trouve une limite qui s'appelle le CCD. C'est une limite de compensation du carbonate. Alors, quel est le rôle du CCD? Le plancton constitue l'ensemble des micro-organismes qui vivent à la surface des océans. Une grande proportion de ces micro-organismes possèdent des coquilles, c'est-à-dire des squelettes minéralisés, soit en carbonate de calcium, CaCO3, soit en silice, SiO2. Après la mort d'un micro-organisme du plancton, son squelette devient une particule sédimentaire. Alors, les couches supérieures de la surface océanique contiennent une grande quantité de matériaux fins composés de matières organiques non oxydées, de CaCO3, de SiO2, ainsi d'une certaine quantité d'argile et de poussière atmosphérique qui se déposent à la surface des océans. Alors, si on fait une comparaison au-dessus de CCD et au-dessous de CCD, ce qui concerne les éléments, on trouve la matière organique, le CaCO3, SiO2, l'argile et les poussières atmosphériques. Ça, c'est au-dessus de CCD. Au-dessous de CCD, on trouve la matière organique, la silice, l'argile et les poussières atmosphériques. Donc, il y a l'absence de CaCO3, ce qui explique la dissolution de CaCO3 au niveau de CCD. Il existe une limite naturelle au milieu océanique qu'on appelle le niveau de compensation des carbonates ou le CCD, Carbonate Compensation Depth. Il s'agit d'une profondeur sous laquelle les carbonates de calcium, CaCO3, sont dissous. Ce niveau est contrôlé par la température de l'eau et il se situe à des profondeurs variables entre 3500 et 6000 mètres. Pour bien comprendre le CCD, on va traiter ensemble l'exercice suivant. Alors, dissolution des tests siliceux ou calcaires en fonction de la profondeur océanique et le CCD. Les micro-organismes marins possédant des squelettes siliceux, les diatomées, les radiolaires ou calcaires, foraminifères, sont voués après leur mort à tomber dans les profondeurs océaniques, où ils participent à la constitution du sédiment. Sachant que dans les fonds océaniques, la teneur en CO2 est importante. La température est basse et la pression est élevée. Les tests et les coquilles vont subir une dissolution qui est en fonction de la profondeur, comme le décrit le document suivant. Alors, on a plusieurs questions concernant l'exercice. Première question, décrire l'évolution de la dissolution des tests calcaires en fonction de la profondeur. Deuxième question nous donne d'expliquer le fait qu'en dessous du CCD, plus aucun reste d'organisme calcaire ne sera trouvé. Troisième question, écrire la réaction chimique de cette dissolution. Quatrième question, définir donc le CCD, qui est le niveau de compensation des carbonates. Et la dernière question, qu'est-ce que vous constatez
en ce qui concerne la dissolution des tests siliceux. Pour la première question concernant la description de l'évolution de la dissolution des tests calcaires en fonction de la profondeur, donc le document montre la profondeur en fonction de la teneur en silice représentée par la courbe bleue et la teneur en calcaire représentée par la courbe rouge. Alors, pour la teneur en calcaire, donc à la surface, de la surface jusqu'à une profondeur de 4 km, donc on remarque une diminution légère d'une valeur de 100% jusqu'à 98%. Donc ici, on a une diminution, mais une diminution légère. Ce qui explique une dissolution du calcaire dans cette zone, mais une dissolution qui est très faible. Alors, à partir de 4 km jusqu'à 5 km de profondeur, c'est-à-dire dans cette zone, on remarque une diminution de 98% jusqu'à qu'elle s'annule à 5 km de profondeur. Donc ici, on a une diminution qui est très importante, ce qui explique que cette zone, c'est une zone de dissolution totale du calcaire. Alors, comme élément de réponse, de la surface jusqu'à une profondeur de 4 km, il y a une diminution légère de la teneur en calcaire CaCO3. Donc, la dissolution du calcaire est faible dans cette zone. De 4 à 5 km, il y a une diminution importante de la teneur en calcaire CaCO3 jusqu'à qu'elle s'annule à 5 km. Donc, la dissolution augmente considérablement avec la profondeur dans cette zone. Pour la deuxième question concernant l'explication, le fait qu'en dessous du CCD, plus aucun reste d'organisme calcaire ne sera trouvé. Alors, au-dessous du CCD, on ne trouve jamais le calcaire. Donc, aux limites du CCD, on a une basse température, une forte pression et une grande teneur en CO2. Ce sont des facteurs importants pour la dissolution du calcaire. Alors, comme élément de réponse, la dissolution du calcaire est due à la teneur en CO2 dans l'eau de mer. En dessous du CCD, la teneur en CO2 est très élevée, à basse température et sous une forte pression, ce qui favorise la dissolution des carbonates. C'est pour cela qu'en dessous du CCD, tous les débris carbonatés sont dissous et le sédiment ne contient pas de carbonate. La troisième question, écrire la réaction chimique de cette dissolution. Donc, la réaction CaCO3, le calcaire, en présence de CO2 et en présence de H2O, à forte pression et une basse température, on obtient Ca2 plus 2HCO3 moins. Pour la question 4, définir donc le CCD qui est le niveau de compensation des carbonates. Alors, le CCD, il s'agit d'un niveau en milieu océanique sous lequel les carbonates de calcium CaCO3 sont dissous. Lorsque des particules de CaCO3, comme celles qui proviennent du plancton, les coquilles, atteignent ce niveau, ils sont dissoutes et se retrouvent dans l'eau sous leur forme ionique Ca2+ et HCO3-. La dernière question, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne la dissolution des tests siliceux? Alors, les tests siliceux sont représentés par la courbe en bleu. Donc, on remarque que la teneur des tests siliceux au début était 100%. Donc, dans cette zone qui est à la surface, on remarque une diminution très importante de 100% jusqu'à 10%. Donc, la surface, c'est une zone de dissolution intense des restes des organismes siliceux. Lorsqu'on passe de la surface en profondeur, la dissolution diminue. La dissolution des tests siliceux est importante dans les eaux superficielles,
sous-saturée en silice. Elle diminue en profondeur sous l'effet de la haute pression et de la basse température. À grande profondeur, en dessous de CCD, la sédimentation siliceuse domine à condition que la production de silice par le plancton soit suffisamment importante. On achève notre séance par une conclusion. Pendant la dernière séance et cette séance, on a traité les milieux de sédimentation actuels. Alors, les milieux de sédimentation actuels englobent les milieux continentaux, les milieux intermédiaires et les milieux marins. Pour les milieux continentaux, comprennent les milieux désertiques, les milieux glaciaires, les milieux lacustres et les milieux fluviatiles. Et pour les milieux intermédiaires qui se trouvent entre les milieux continentaux et les milieux marins, englobe le milieu lagunaire, le milieu deltaïque et l'estuaire. Ce qui concerne les milieux marins comprennent plusieurs zones, à savoir la zone littorale, le plateau continental, le talus continental, la plaine abyssale et les grands fonds. Notre séance d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine.